Bonjour Magali Morizot-Cure. Merci d'avoir répondu à cette invitation de venir dans Smart Woman. Alors Magali, je disais, vous êtes la directrice générale donc, du groupe LIM, Lever in Motion, vous en parlerez bien sûr davantage. Vous l'avez rejoint en janvier 2020 en tant que CFO, puis vous en êtes devenue la CEO quand le fondateur a décidé de séparer les fonctions, donc à garder la présidence et à recruter une directrice générale extérieure. Alors, le groupe, c'est une ETI, donc c'est intéressant de parler de ce type d'entreprise, cette taille qui est en Dordogne, qui est une entreprise à mission, enfin, vous allez nous raconter tout ça. Et alors, effectivement, c'est bien sûr, vous êtes bien connu dans le milieu cavalier, mais dans le monde global et même dans le business, vous n'êtes pas très connu. D'ailleurs, moi-même, je vous ai repéré parce que vous avez été lauréate du French Women Entrepreneur 40 de 2024, qui a été créé par le Women's Forum et BNP Paribas. Ça prouve que c'est pris en une vraie pertinence. Voilà. Et vous avez un parcours qui est très intéressant. Donc, je voulais qu'on en parle ensemble. Donc, on va commencer tout de suite. Parlez-nous déjà de ce que vous avez fait avant l'intégration dans l'IM. Alors, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui. Alors, mon parcours est un parcours plutôt financier au départ, puisque j'ai commencé en cabinet d'audit dans un premier temps, et puis j'ai rejoint le groupe Feu Vert pendant une dizaine d'années, dans laquelle j'avais les fonctions de directrice financière, tout d'abord sur la filiale Feu Vert en Pologne. Donc, j'ai vécu pendant 5 ans en Pologne, puis je suis rentrée à Paris pour prendre la direction financière de Mondial Pare-Brise, qui était à l'époque la filière vitrage du groupe Feu Vert. Puis ensuite, je suis partie vivre une petite aventure aux États-Unis où j'ai vécu pendant 3 ans et où j'ai pris les fonctions de contrôleur financier pour l'Amérique du Nord, pour le groupe Faurecia, pour la partie exhaust system, la partie pot d'échappement, production de pot d'échappement. Donc, un parcours finance. Plutôt orienté dans l'automobile, voilà, en l'occurrence. Donc, rien à voir avec mon parcours actuel. Vous arrivez à la question que je voulais vous poser, parce qu'effectivement, vous ne connaissiez pas, en plus, vous n'étiez pas cavalière, donc vous ne connaissiez pas spécialement l'équitation. Finalement, qu'est-ce qui vous a séduit dans la proposition quand Laurent Dupré vous a approché et réciproquement, qu'est-ce qu'il est venu chercher chez vous ? Alors, qu'est-ce qui m'a séduit vraiment, je pense que quand on fait un changement, il faut toujours qu'il y ait un fit. J'aime bien travailler avec des gens que j'apprécie, et je crois que le fit a été assez direct à travers nos personnalités et à travers cette rencontre. Et puis, l'entreprise et ses valeurs qui, moi, m'ont réellement parlé. Une entreprise d'hommes, une entreprise autour des savoir-faire, le savoir-faire du cuir, une entreprise de passionnés dans le monde du sport. Alors, je ne suis pas équitante, en l'occurrence, mais j'aime le sport, je pratique des sports, et j'aime cet esprit, quelque part, qui est l'esprit de compétition qu'on peut retrouver aussi, quelque part, dans le monde du sport. Et pour moi, finalement, j'avais absolument tous les ingrédients pour tenter l'aventure et me dire que ça pouvait marcher et ça pouvait devenir une belle aventure. Voilà. Et pour Laurent Dupré, alors vous aviez l'expérience internationale, vous aviez la finance, et ça. Vous avez démarré comme CFO d'ailleurs. J'ai démarré comme CFO. Je pense que ce qui l'a séduit dans mon profil, évidemment, c'est l'aspect financier, mais l'aspect aussi à la fois retail et à la fois industrie que j'avais pu rencontrer dans mon parcours. Et le fait d'avoir un parcours international. Aujourd'hui, l'entreprise est implantée aux États-Unis, où on a une quote-part importante de chiffre d'affaires. Ma connaissance du marché américain était évidemment un plus dans tout ça. Mais alors, rentré CFO est devenu CEO après, aux côtés d'un fondateur qui a exercé en plus pendant 25 ans avec toutes les manettes. C'est pas forcément très évident. Comment ça s'est passé ? C'est pas forcément très évident. Je confirme. En fait, la complexité première, c'est vraiment le charisme d'un fondateur qui a quelque part construit une entreprise qu'il a fait grandir, qu'il a amené là où il l'a amené. Moi, j'ai pas du tout la prétention aujourd'hui de reprendre une place, mais plutôt de construire la mienne. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je pense que j'ai un grand avantage
avantage, c'est que j'ai des équipes, un comité de direction extrêmement bienveillant, qui a envie de faire avancer l'entreprise, qui a envie de faire marcher le projet d'entreprise. Et oui, qui était attaché à son président, mais qui est aussi attaché à des valeurs et à un fonctionnement d'entreprise que je crois réussir à mener d'une façon un peu différente, mais voilà, qui arrive à les embarquer en tout cas. Oui, d'ailleurs, vous m'avez dit que votre COMEX était paritaire. Hein, exactement, voire même un peu plus féminin aujourd'hui au sein de l'équipe. Alors, parlez-nous, bon, il est temps quand même de parler de l'IM en tant que tel, donc expliquez-nous, donnez-nous un petit peu la carte d'identité, les chiffres, la clientèle, parlez-nous de tout ça. Alors, le groupe LIM est un groupe aujourd'hui qui fait à peu près 800 collaborateurs. Vous l'avez dit, c'est une ETI qui, initialement, le siège social est basé en Dordogne, à Nontron, dans le Périgord. C'est une entreprise qui, aujourd'hui, est orientée autour de 3 activités principales, mais qui gravite autour du monde du cheval. Voilà, nous, notre métier numéro 1, c'est le monde du cheval. Moi, je suis directrice générale de toutes les activités riding, ce qu'on appelle le riding, c'est-à-dire toute l'activité historique de la sellerie, qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 750 collaborateurs qui sont répartis dans le monde, alors avec comme finalité première la conception, la fabrication et la commercialisation de selles d'équitation. Donc avec finalement deux thématiques principale, la fabrication et donc le maintien des savoir-faire autour du cuir, puisque c'est notre métier, notre ressource numéro 1, c'est le cuir, et une deuxième partie qui est la commercialisation des selles auprès des équitants partout dans le monde, avec un positionnement aujourd'hui qui est un positionnement plutôt haut de gamme, avec des selles qu'on peut retrouver sur mesure, en fait. Qui sont sur mesure, absolument. Ce sont des produits sur mesure et qui équipent aujourd'hui les cavaliers que vous pouvez voir et que vous avez pu voir aux Jeux Olympiques à Paris. Oui, avec le nombre de médailles gagnées par ces cavaliers, équipés de vos selles, qui était important, c'est bien ça. On a été très fiers d'avoir 7 médailles lors des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, la partie sellerie, pour nous, c'est plusieurs marques qui ont chacune leur positionnement et qu'on fait coexister et qui diffusent, qu'on distribue dans le monde entier. Et vous disiez, vous distribuez dans le monde entier, donc vous avez un réseau de distribution un petit peu partout, dans tous les pays. Exactement. C'est pas intégré, je veux dire, ce ne sont pas des filiales en tant que telles ou... Alors, on a 2 modes de distribution, mais notre mode principal aujourd'hui, c'est une distribution en direct. D'accord. Donc, avec nos commerciaux qui sont sur le terrain au quotidien, auprès des cavaliers, auprès des chevaux, et qui, en effet, vendent des selles sur mesure. Et pour être sur mesure, il faut être bien sûr. Au plus proche du terrain. Bien sûr. Alors, quand on avait discuté ensemble, vous me disiez à quel point toute la partie, justement, RSE au sens large était pour vous très importante. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est des valeurs d'entreprise qui vous ont aussi motivé. Parlez-nous de ça, parce que c'est vrai qu'il y a la question du tannage, il y a différents sujets qui sont éventuellement à gérer au plan environnemental, mais pas uniquement. Alors aujourd'hui, le groupe est devenu société à mission, exactement, depuis 2021, qui est finalement, le passage société à mission, c'est plutôt la concrétisation d'une démarche qui est une démarche qui est un peu plus long terme et qui a toujours existé au sein du groupe. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires de 2 tanneries, vous le disiez, sur lesquelles on a gardé finalement un savoir-faire historique avec du tannage végétal et une vraie volonté environnementale autour de l'intégralité de nos process. Aujourd'hui, on a une véritable démarche RSE très forte qu'on essaie de porter, mais qu'on essaie de rendre la plus concrète possible dans le quotidien, avec 3 orientations pour nous. La première, c'est le cheval, le respect de l'intégrité du cheval, et sur lequel on travaille aujourd'hui, par exemple dans la conception de nos produits, qu'on veut être les plus adaptés au couple cavalier-cheval, mais aussi au niveau des hommes, avec une politique aujourd'hui humaine, homme en tout cas, qu'on veut orienter vers nos collaborateurs. Il faut savoir que c'est une entreprise de savoir-faire, c'est une entreprise d'hommes. Aujourd'hui, ma ressource numéro 1, je vous parlais du cuir, mais ma ressource numéro 1, quelque part, c'est les hommes, et la valeur de l'entreprise, elle est chez les hommes, et ce savoir-faire
savoir-faire qu'on veut faire perdurer. Donc on a une partie homme et on a une partie environnementale aussi qu'on pousse dans des actions qu'on veut être les plus concrètes au quotidien pour nous et qu'on fait vivre auprès de nos collaborateurs avec une véritable mission finalement de diffusion de ces valeurs. Voilà. Et alors, donc, vous parlez des hommes et des femmes, bien sûr. Est-ce que c'est facile, justement, en termes de recrutement, ou est-ce que vos équipes sont tellement stables que vous recrutez très peu? Comment ça se passe pour avoir véritablement cette capacité à continuer ce travail qui est un travail sur mesure? Alors aujourd'hui, je pense qu'on est comme finalement toutes les entreprises, on rencontre des difficultés en termes de recrutement. Pour autant, on bénéficie évidemment de l'attractivité. Le monde du cheval est un monde de passionnés. Donc on a cette attractivité liée à la passion du cheval, à la passion de l'équitation qui est certaine. Et finalement, peu de gens connaissent l'entreprise, mais nos marques rayonnent quand même aujourd'hui. Citez peut-être les marques, parce que ça parlera davantage que Lim, éventuellement. CWD, de beaucoup. Alors CWD qui est plutôt une marque aujourd'hui orientée vers le grand sport, vers la performance, vers l'innovation. De beaucoup qui est une marque aujourd'hui de sellerie qui est plutôt dans la tradition et dans la marque de toutes les équitations. On a Butet aujourd'hui qui est une marque, les selles sont fabriquées à Saumur, cœur de Cadre Noir. Exactement. Sur lequel on est plutôt sur du haut de gamme et sur un positionnement un peu plus exclusif. Et puis on a deux dernières marques qui ont rejoint le groupe plus récemment avec Albion, qui est une marque anglaise dans le monde du dressage. Le dressage, vous savez, c'est la partie qui n'est pas l'obstacle, c'est la carrière, etc. Exactement, là où on danse avec son cheval. Je sais pas si c'est magnifique. Exactement, si les gens se souviennent de Pauline Basquin qui dansait pendant les Jeux Olympiques sur Stromae avec son cheval. Voilà. Elle avait une de vos selles? Exactement, elle était équipée en Albion, donc on est très fiers de sa performance ce jour-là. Et une dernière marque qui nous a rejoint il y a à peine un mois de ça. C'était tout récent, là, une opération en cours. Voilà, une opération où on a intégré au sein du groupe une marque qui s'appelle Bruno Delgrange, qui pareil est une marque plutôt un positionnement très haut de gamme, avec un fort ancrage, c'est entreprise du patrimoine vivant qui promeut les savoir-faire, où on est vraiment sur des selles made in France extrêmement poussées, qui rayonnent aujourd'hui dans le monde entier pour ce savoir-faire et pour la qualité de ces selles. Donc, voilà. Je sais que le chiffre, c'est difficile c'est relatif, mais combien de selles vous vendez par an? Alors l'année dernière, on a vendu 16 000 selles. 16 000 selles. Voilà. Et on a un chiffre global pour voir un petit peu ce que ça peut représenter. On n'a pas de chiffre global. On n'a pas de chiffre global. C'est le côté financier, on a envie de connaître des parts de marché, mais là non. Enfin, 16 000 selles, c'est quand même assez impressionnant. C'est vrai que c'est un beau chiffre. Alors, bon, maintenant, donc, ça fait 5 ans que vous avez intégré le groupe. Donc, 5 ans après, finalement, si je vous pose la question de vos principaux défis, de vos enjeux... Aujourd'hui, je pense que les enjeux, je dois avoir à peu près les mêmes que toutes les entreprises qui aujourd'hui travaillent dans un environnement international, et notamment les entreprises qui sont implantées de façon importante sur le territoire américain. Aujourd'hui, on a vécu là sur la dernière année des chamboulements qui sont assez forts et qui nous ont demandé une agilité particulière quand même pour adresser ce marché américain. Aujourd'hui, le fait d'être multinational, d'être implanté en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, en France, nous oblige à repenser un peu nos schémas globaux, de voir qu'est-ce qu'on peut répercuter, qu'est-ce qu'on ne peut pas répercuter sur nos clients, de réfléchir à nos routes, de réfléchir à nos approvisionnements, à beaucoup de choses qui finalement sont importants pour l'entreprise. Donc j'ai envie de dire, c'est des défis d'agilité, sachant que sur la France, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et les changements qui interviennent aujourd'hui d'un point de vue, par exemple, fiscal, en tout cas à venir, nous oblige également à cette agilité et à devoir être vraiment vigilant et savoir s'adapter finalement à un monde où on pouvait parler de crise à un moment donné, mais je crois qu'on ne parle plus de crise aujourd'hui, on parle juste d'un monde exactement, et de savoir finalement s'adapter à tous ces changements-là. Je crois que vous l'avez dit, c'est le maître mot, c'est finalement l'adaptabilité, et c'est bien ce que vivent les entreprises et ce qu'elles font remarquablement, y compris dans des contextes très compliqués.
En tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant d'avoir votre témoignage sur ce métier qui est spécifique, qui est peu connu, sur l'intégration comme dans un groupe avec une culture forte en tant qu'élément extérieur au groupe au départ. Donc, bravo pour tout ça. Ça donnera, là, j'en suis sûre, beaucoup d'idées. Notre émission, notre émission se termine, toujours trop vite, notre émission se termine, donc je vous donne rendez-vous au mois prochain avec d'autres acteurs, d'autres actrices dans d'autres métiers.